Et notre invité ce matin, c'est Pierre Rosanvallon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Historien et sociologue, professeur émérite au Collège de France, auteur de ce livre, Les institutions invisibles. C'est aux éditions du Seuil. D'abord, Pierre Rosanvallon, pour qu'on comprenne bien, quelles sont ces institutions invisibles ? J'en ai considéré 3, la confiance, la légitimité et l'autorité. Une institution, c'est ce qui fait tenir la société. C'est ce qui l'encadre, ce qui lui donne la possibilité d'avoir une continuité, et c'est ce qui lui permet de s'organiser, ce qui permet la vie sociale tout simplement. Mais à côté des institutions traditionnelles que nous connaissons tous, eh bien, je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention sur le rôle de ces institutions invisibles. Parce que ces institutions invisibles, elles jouent le rôle d'institutions, parce qu'elles permettent de faire tenir la société aussi, mais invisibles, parce qu'elles n'ont pas d'adresse, elles n'ont pas de structure, ce sont simplement des relations. Et on voit dans un certain nombre de cas, je dirais, la preuve de l'importance des institutions invisibles, c'est lorsqu'elles font défaut. Lorsque la confiance... Lorsque la défiance règne, c'est-à-dire lorsque la confiance s'effondre, une société peut s'effondrer. Et le plus souvent, ça commence dans un domaine très central et vital qui est celui de la monnaie. Regardez un exemple très simple. Aujourd'hui, en Turquie, tout un ensemble d'épargnants ne veulent plus laisser sur leur compte en banque de leur argent, mais achètent des bitcoins ou des autres crypto-monnaies. Et du coup, la livre égyptienne, la livre turque, est en train de s'effondrer. Lorsqu'il n'y a pas de confiance entre acheteurs et vendeurs, entre consommateurs et producteurs, entre les responsables d'un service public et leurs administrés, eh bien, tout se relâche, tout se distend. Et la légitimité, c'est la même chose. C'est un pouvoir peut être légal, tout pouvoir a un statut. Toute administration a un statut, existe en fonction de textes, de procédures d'élection ou de nomination, par exemple. Mais la légitimité, c'est la force morale d'une institution. Et on voit bien qu'un pouvoir peut avoir à sa disposition toute la police, peut avoir à sa disposition l'armée, peut avoir à sa disposition les mécanismes répressifs les plus forts, et ne pas être capable d'entraîner une société. On le voit en Iran aujourd'hui. Regardons en Iran aujourd'hui. Le pouvoir est un des plus répressifs qu'on puisse imaginer, et en même temps, toutes les femmes, pour ne prendre que cette partie de la société, toutes les femmes le considèrent comme non légitime parce qu'il les empêche de vivre leur liberté. Eh bien, le pouvoir n'arrive jamais complètement à avoir mis la main sur elle. Mais pourquoi ces 3 institutions invisibles, autorité, confiance, légitimité, sont en crise aujourd'hui ? Elles sont en crise pour 2 raisons. Elles sont en crise pour des raisons qui tiennent aux autres institutions elles-mêmes. Il est certain que si on ne fait plus confiance dans son administration, ou si on n'a plus confiance dans la police, on va la considérer comme moins légitime, et du coup, on va voir se multiplier les petits gestes d'incivilité, les petits gestes de rébellion, le refus d'obéir, tout simplement. Et là, les 3 sont imbriqués, c'est-à-dire il n'y a pas de confiance, donc on ne reconnaît plus la légitimité, donc on ne reconnaît pas l'autorité derrière. Les 3 font système. Les trois types d'institutions invisibles font système pour faire tenir une société et lui permettre d'être forte. Dans le domaine d'économie, c'est dans le domaine de l'économie que la confiance joue un rôle absolument central. Et toutes les grandes catastrophes économiques, c'est lorsque la confiance se dérobe. Alors comment construire la confiance ? Elle ne se décrète pas, la confiance. Mais c'est comme l'amour, il peut y avoir des preuves de confiance. Ces preuves de confiance, par exemple, dans l'ordre économique, c'est qu'on va mettre en place, à partir de l'autorité des marchés financiers, des règles très strictes pour qu'un produit d'épargne soit proposé aux personnes. Il va y avoir un contrôle des normes de consommation, un contrôle de la qualité des produits. Donc, la confiance va être construite et s'adosser à tout un certain nombre d'épreuves, de contraintes qui vont en quelque sorte permettre aux consommateurs, là dans l'ordre de l'économie, eh bien, de faire confiance à une entreprise ou à une procédure. Alors ça, c'est pour l'économie. Dans la politique, est-ce qu'aujourd'hui, la confiance dans le politique et dans la politique est perdue ?
Alors quand on regarde les différents enquêtes d'opinion, qui sont très nombreuses sur ce sujet-là, on voit qu'effectivement, dans l'ordre politique, il y a très largement une défiance qui règne, même si les différentes institutions n'ont pas toutes le même rapport à la société. La justice et la police ou l'armée, par exemple, sont mieux reconnues que d'autres institutions. Et là aussi, il peut y avoir une façon d'inverser la tendance qui est de mettre en place des procédures, par exemple, qui rapprochent les citoyens des institutions. Parce qu'au fond de la confiance, il y a un problème d'information. Je peux faire confiance quand j'ai des informations sur quelqu'un. Si je rencontre un inconnu dans la rue qui me demande de lui prêter 200 €, une somme assez importante, je ne le ferai probablement pas. Et si mon meilleur ami le fait... Ça serait quoi ces procédures, du coup ? Je prends juste un exemple. Lorsqu'on a mis en place, maintenant il y a un peu moins d'une dizaine d'années, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, eh bien, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui, pourrait-on dire, scanne les situations patrimoniales, de revenus, d'intérêts de tout un ensemble de personnes, les parlementaires bien sûr, mais bien au-delà. Il y a plus de 20 000 personnes, de hauts fonctionnaires, de membres des cabinets, qui sont scannés par cette haute autorité. Eh bien, ça permet tout de même de montrer aux citoyens que ceux qui les gouvernent sont contrôlés et donc d'augmenter les chances d'avoir confiance en eux. Car il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que ces institutions invisibles, elles sont construites à partir du bas. Une institution ordinaire, c'est une façon de gouverner la société par le haut. On gouverne par des lois, on gouverne en donnant un cadre à la vie sociale, économique. La confiance, ça vient d'en bas. Personne ne peut dire « j'ai la confiance ». Non, la confiance, c'est quelque chose qui est reconnu par en bas. La légitimité, c'est la même chose. Et en France, on a tout de même cet grand exemple historique de rapport, de conflit entre la légitimité et la légalité, qui est le général de Gaulle qui s'exprime le 18 juin 1940. Il va dire le régime de Vichy a une apparence de légalité, mais moi je suis la légitimité. La légitimité, personne ne lui avait concédé, mais il disait ma légitimité, elle vient du fait que je représente l'esprit français, la tradition française, la dignité française. Et donc ça, c'est quelque chose qui est reconnu par en bas, parce que ce général qui disait cela le 18 juin 1940, il aurait pu être considéré comme un marginal ou un farfelu. Et c'est devenu un personnage historique parce que c'est d'en bas que son message et sa figure ont été reconnus. Est-ce que la situation politique telle que nous la connaissons aujourd'hui est une crise institutionnelle, selon vous ? Oui, il y a des dimensions de crise institutionnelle, mais il ne faut pas, à mon avis, les majorer. Beaucoup pensent qu'une réforme constitutionnelle résoudrait toutes les questions. Je ne le pense vraiment pas. Alors bien sûr, il y a certainement un certain nombre d'ajustements qui peuvent être faits. On voit les demandes qui sont un peu partout faites pour aller vers davantage de proportionnel dans les élections. Enfin, ceci étant dit, on voit bien que l'Assemblée nationale actuelle, si elle avait été élue à la proportionnelle, elle serait à peu près ce qu'elle est. Donc il ne faut pas non plus surinvestir cette question. Donc ce n'est pas la solution, la proportionnelle pour vous ? La proportionnelle peut être un élément de solution, mais ça n'est pas la solution miracle. Et s'il y a une crise, la crise des institutions, c'est peut-être parce que les institutions sont trop fermées sur elles-mêmes. Vous savez, la démocratie, c'est tout un ensemble de fonctions. Bien sûr, une fonction qui consiste à choisir en élisant. Mais la démocratie, c'est aussi une fonction de délibération, c'est aussi une fonction de contrôle, c'est aussi une fonction de surveillance. Tout un ensemble de fonctions qui appartiennent au vocabulaire parlementaire et qui sont l'apanage des parlements. Mais peut-être qu'elles devraient sortir des murs parlementaires. On voit que les expériences, par exemple, de conventions citoyennes ont joué un rôle pour élargir la délibération. On en est tout à fait au stade, je dirais, des expérimentations dans ce domaine. Mais un des avenirs de la démocratie, c'est pas de croire qu'il y a la Constitution parfaite. Un des avenirs de la démocratie, c'est d'élargir, en permettant au public d'y participer d'une manière ou d'une autre, à tout ce que sont les fonctions démocratiques. Et les fonctions démocratiques au-delà de l'élection.
Et d'un certain point de vue, c'est aujourd'hui le sens que l'on pourrait donner à une redéfinition de la démocratie participative. Et quand par exemple Emmanuel Macron met en place des conventions citoyennes, est-ce que pour vous ça c'est un bon outil justement pour établir ça ? Je pense que ce qui était une bonne idée, c'est de faire les conventions citoyennes, mais après, le grand problème, c'est comment tenir compte de leurs résultats. Une convention citoyenne, c'est 150 personnes qui ont passé 4 week-ends ensemble, qui ont lu, qui ont été confrontés à des experts, qui ont fait tout un travail qui les rapproche de ce qu'est le travail parlementaire, d'un certain point de vue. Mais comment communiquer à la société ce qu'a été cette expérience? C'est ce qu'on n'a pas su faire dans ce cas-là. Comment l'articuler avec les autres institutions? C'est ce qu'on n'a pas su faire aussi. Mais il ne suffit pas de le critiquer, il faut voir qu'on est devant ce qui doit être un vaste champ d'expérimentation. Vous parlez dans le livre du déclin de la performance démocratique, que l'élection est immédiate, mais que l'exercice du pouvoir, lui, forcément, est plus long et que l'action se mesure à plus long terme. Oui. Or, les citoyens, quand ils votent avec un programme, ils attendent des résultats immédiats. Ça fait aussi partie du sentiment de frustration, ça ? Oui, ça fait partie du sentiment de frustration, mais le problème est de savoir comment on peut répondre à cette frustration. Et une idée qui a été à un moment très répandue, c'est de penser qu'il faut multiplier les élections. Pendant la Révolution française, je rappelle que la Constitution de 1791 prévoyait que le mandat des députés était d'1 an. La Constitution américaine, la Chambre des représentants, c'est encore tous les 2 ans. Alors, on pourrait encore aller vers une plus grande accélération démocratique. Et de dire, au lieu qu'il y ait des sénateurs tous les 6 ans, des députés tous les 5 ans, qu'il y ait tous les 6 mois des élections. On voit bien que ça ne serait pas la solution. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on élit un corps de parlementaires, le but, c'est qu'ils construisent un travail. Ils construisent une politique, ils ont besoin du temps. Donc la réponse au dysfonctionnement démocratique, ça n'est pas l'accélération de la démocratie. Ça n'est pas le référendum permanent, mais en revanche, ça peut être l'œil de la société plus directement et de façon plus permanente sur le pouvoir. Vous savez, un grand théoricien anglais de la démocratie, qui est Bentham, disait jusqu'à maintenant, la démocratie s'est beaucoup souciée d'organiser la voix du peuple à travers les élections, à travers la liberté d'expression, à travers le droit de manifestation. Mais il disait, attention, à côté de la voix du peuple, il y a l'œil du peuple. Parce que la voix du peuple, le peuple ne peut pas parler en permanence. Il n'y a pas d'élection permanente, on ne manifeste pas tous les jours. Ça a été un débat pendant le quinquennat, notamment ça, quand il y a eu l'instauration du quinquennat, et on le voit avec ses effets, le fait de dire finalement maintenant on est en campagne présidentielle permanente et ça empêche certaines réformes qui seraient jugées impopulaires. Du coup, on le met où, le curseur pour ces élections ? Je crois que le curseur, il n'y a pas de chiffre magique pour savoir quelle est la bonne période. Il y a une périodicité des institutions parlementaires qui existent aujourd'hui en France. Il est ce qu'il est, mais voyons que le travail à faire n'est pas de savoir s'il faut le réduire ou l'augmenter. Le travail à faire, c'est d'abord de savoir comment on redéfinit les rapports entre l'exécutif et le législatif. On oublie trop souvent en France qu'il y a eu tout de même une grande réforme constitutionnelle qui était faite en 2008. Concernant en tout cas l'Assemblée nationale, c'était une petite révolution. Et à côté de cela, considérons surtout la façon dont on peut intéresser les citoyens aux différentes fonctions démocratiques, de délibération, de contrôle, les enquêtes parlementaires par exemple, des enquêtes parlementaires dont on voit bien qu'elles peuvent aller plus loin lorsqu'elles ont lieu au Sénat que lorsqu'elles ont lieu à l'Assemblée nationale. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'Assemblée nationale, très vite, c'est le rapport entre majorité et opposition qui va en quelque sorte tout surdéterminer. Le Sénat permet de ne pas être dans ce jeu du rapport majorité-opposition exprimé de façon aussi permanente et brutale. C'est moins politicien. Et du coup, souvent, les commissions d'enquête au Sénat ont permis d'aller plus loin et de discuter des actions ou des institutions de façon plus directe. Est-ce que donc du coup ça passe aussi par un retour d'un pouvoir plus fort au Parlement ? C'est vrai que là il y a eu un peu une figure présidentielle ultra dominante et un Parlement qui a semblé affaibli. Il faut rééquilibrer tout ça ?
Je crois qu'il y a dès maintenant en tout cas, la situation n'est pas la même pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale. Il y a eu une véritable transformation de l'Assemblée nationale, mais ça n'est pas simplement les textes qui comptent, ce sont aussi les mœurs, ce sont aussi les pratiques. Et on voit bien aujourd'hui, le cas est plus flagrant dans le cas de l'Assemblée nationale, que ce sont les mœurs de la délibération commune qui sont en cause et pas simplement les textes qui les régissent. C'est-à-dire que ces institutions invisibles, elles existent à l'intérieur même des institutions visibles que sont les assemblées. Quelles sont les formes d'ouverture, quelles sont les formes de confiance qui règnent. Le message essentiel, c'est tout de même celui-là, c'est qu'une société ne vit pas simplement en se calant sur des textes et des principes. Elle existe en se mobilisant autour de pratiques, de ce qu'on pourrait appeler un esprit des institutions. Il faut qu'il y ait un bon esprit des institutions. Le premier à avoir attiré l'attention sur cela, c'est Montesquieu, lorsqu'il parlait d'esprit des lois. Eh bien moi j'ajoute une étape. Je dis bien sûr, il faut restaurer un véritable esprit des institutions. Mais en même temps, il faut voir que ces institutions ne sont rien d'un certain point de vue. Ça n'est qu'un château de cartes. S'il n'y a pas dessous la solidité de ces institutions invisibles, qui sont, je le répète, la confiance, l'autorité, la légitimité. L'autorité, c'est tout de même le fait qu'on sent que votre parole, elle indique la bonne direction, que vous n'êtes pas dans un jeu politicien. Et les premiers à l'avoir inventé, c'est les Romains. À Rome, il y avait une séparation très nette entre ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de direction, le pouvoir d'orientation, et puis le pouvoir quotidien, les lois. Eh bien, dans notre société, nous avons besoin aussi de renforcer ce pouvoir d'orientation par rapport à celui, simplement, je dirais, des règlements, des procédures et de ce qui fait fonctionner au jour le jour. Juste un mot sur ce sentiment d'autorité. Est-ce qu'il n'est pas remis en cause dans son ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas un affaiblissement de l'autorité parentale, de l'autorité du professeur, au-delà même de l'autorité politique? Oui, mais c'est une façon de se comporter. Je dirais, le maître qui a de l'autorité, c'est celui qui est capable de passionner ses élèves. C'est celui qui est capable de les emporter. Et on peut dire que le recours à l'autorité disciplinaire recule quand l'autorité essentielle est là, présente. Plus un professeur apparaît comme hésitant, bafouillant, plus son autorité en tant que transmetteur de connaissances va être faible. Plus il va être un professeur d'enthousiasme et plus, à ce moment-là, il sera suivi. Un professeur passionnant n'a pas besoin, ou a beaucoup moins besoin de faire la discipline que les autres. Il y a un sujet dont on parle souvent dans cette émission, c'est la question des élus locaux. On voit par exemple que le nombre de démissions de maires est en croissance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous jugez que notre démocratie locale, elle est en danger? Oui, je pense que notre démocratie locale est en danger parce qu'il y a moins de respect des élus. C'est-à-dire que la notion de respect des institutions dans certains cas, a tout à fait disparu. Et les cas de violence contre des élus locaux, par exemple, est quand même quelque chose de très préoccupant. Une des raisons pour lesquelles il y a ces violences, c'est à la fois parce qu'on en demande de plus en plus. On demande que l'élu local soit un magicien, ce qui ne peut pas être. Mais en même temps, c'est aussi peut-être parce que on a perdu toute confiance dans le monde politique en général. Et qu'au fond, l'élu local, c'est le dernier chaînon, le dernier maillon de la chaîne. C'est le représentant des institutions que l'on a devant soi. Quand on est dans un bourg de 2000 habitants et que l'on voit un maire ou des adjoints maltraités, généralement, ça n'est pas leur conduite directe. C'est une espèce de projection en bout de la chaîne
de tout un rejet général des institutions, et c'est le pauvre élu qu'on a sous la main qui en fait les frais. C'est pas aussi un changement d'état d'esprit dans nos sociétés, avec une exigence qui est plus forte, avec un sentiment que l'élu local est à notre service et pas forcément au service de l'intérêt général? Oui, mais ça correspond aussi à une époque où chacun pense que la société doit tenir compte de ce qu'il vit, doit le respecter, doit faire attention à ses dignités. Les citoyens ne sont plus des citoyens passifs, obéissants, dans leur coin. Ces exigences, elles ont un inconvénient, mais elles correspondent aussi à une demande plus forte de respect des citoyens, d'attention à leurs particularités, à leur dignité. Et ça, c'est une composante de la démocratie. La démocratie, ça n'est pas simplement un régime paternaliste. La démocratie, c'est aussi le régime qui permet à chaque individu de se sentir fort, de se sentir reconnu, de se sentir respecté. Et il faut que ces demandes, elles aillent de pair avec, globalement, politique, un sentiment plus fort de la proximité. Car c'est globalement le sentiment d'une distance entre les citoyens et les institutions qui est en cause. Et la proximité, c'est, d'un certain point de vue, je dirais, le remède à bien des dysfonctionnements. Est-ce que cette distance, elle a été aggravée notamment par la loi sur le non-cumul des mandats, spécifiquement en ce qui concerne les parlementaires? Il est certain que le cumul des mandats permettait à des parlementaires d'être plus présents. Mais ils étaient présents dans plus de lieux, mais moins longtemps. Donc c'est quelque chose qui peut se discuter, et en tout cas moi je ne suis pas spécialiste de cette question, donc je n'aurai pas d'avis tranché à manifester. Un dernier mot sur à quoi peut conduire finalement cette crise, voire ces crises et ces affaiblissements des institutions. Est-ce que ça va conduire in fine à une victoire des populistes? La faiblesse des institutions, elle conduit à ce que les docteurs miracles aient de plus en plus d'emprise. Et les docteurs miracles, ils se présentent justement dans des sociétés dans lesquelles le rapport entre les citoyens et les institutions s'est affaibli. Et je le répète, le rapport entre les citoyens et les institutions existantes et ces institutions invisibles, bien les deux en même temps. Et c'est lorsque les deux se sont affaissés qu'effectivement les docteurs miracles surgissent avec leur cortège d'exaltation, de mensonges et de radicalisation aussi. Parce que ces prophètes, ce sont aussi des champions de la radicalité, et une radicalité dont l'histoire nous montre qu'elle tourne toujours plus qu'au vinaigre, elle peut tourner jusqu'à aller vers des formes de dissension, de guerre civile et de sécession. Et bien sûr, nous avons tous en tête aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis comme peut-être une situation qui doit nous avertir de ce que sont les dangers d'un populisme qui progresse, mais d'un populisme qui progresse, pas simplement, il ne faut pas simplement condamner le populisme. Il faut voir ce qui a fait que le populisme est devenu si puissant. Il est devenu si puissant parce que, justement, il y a eu une sorte de fossé qui s'est creusé entre les citoyens et les institutions. Il y a tout un ensemble de citoyens qui se sont sentis abandonnés, laissés au bord du chemin et non plus considérés comme des personnes importantes et centrales. Et le populisme, à sa façon, il redonne de façon perverse un message de centralité. Il redonne de façon perverse un sentiment d'existence et de dignité. Alors, on le voit bien aux États-Unis, ça peut être une dignité qui s'exprime de façon extrêmement problématique à travers la détention des armes, à travers les accents racistes, à travers une forme de violence de plus en plus croissante. Mais pour que ce ne soit pas la dignité perverse qui gagne, eh bien, il faut que ce soit la dignité solide qui l'emporte. Merci Pierre-Rosan Vallon, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Les institutions invisibles, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.